Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête et prêt à discuter des étapes nécessaires à la bonne réalisation d'un projet ou d'un produit technologique, parce que c'est le sujet du jour. Il existe plusieurs méthodologies pour aborder la construction d'un produit tech et le projet qui en découle, mais les chantiers identifiés sont intégrés dans différentes étapes, donc il y en a 4. Aussi appelée la recherche contextuelle, l'étape de la discovery est celle qui permet d'établir les bases du projet ou du produit. C'est l'étape où on se pose la question, quel est le problème à résoudre? La réponse peut donner lieu à une variété de possibilités. Les commerciaux ont besoin d'une solution pour faire la facturation à leurs clients à l'international. Une mairie a besoin de communiquer, par exemple, sur les disponibilités en crèche de manière directe et actualisée quotidiennement. Et la filiale BTP d'un groupe a besoin d'un outil pour gérer la logistique et suivre les stocks de ses produits. Une fois que le problème est défini, on aborde plus facilement la suite de la réflexion. C'est un peu plus simple de savoir quoi construire quand on sait pourquoi on le construit. Donc, on va se poser des questions à la suite de ça, comme pourquoi on veut résoudre ce problème. Est-ce que c'est un problème bloquant? Est-ce que ça empêche les équipes de bien avancer? Si on ne construit pas cette solution, est-ce qu'il y a un moyen, soit qui est déjà existant, soit qui n'a pas besoin d'être créé, de résoudre et de remédier à ce problème? Ainsi, la discovery, c'est l'étape pendant laquelle on interroge, on analyse et on challenge les idées des parties prenantes, donc les sponsors, les métiers, etc. Et où on définit le besoin général et une première ébauche du produit final. Par contre, il y a 2 pièges à éviter dans cette étape. La première, c'est faire de l'alibi discovery. En gros, on sait déjà ce qu'on veut construire, on a déjà en tête la solution qu'on veut construire et on cherche un problème qui va répondre à cette solution. C'est un peu un fonctionnement en marche arrière où on a déjà ce qu'on veut. Par exemple, on sait que, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, on veut une application mobile qui est construite avec Python, je dis n'importe quoi. Et après, on se dit, ok, bon, on a cette application qu'on veut faire. Quel est le problème qui pourrait être résolu, avec cette solution? C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de partir d'un problème qui existe, qui pénalise les utilisateurs finaux, qui, lorsqu'il est résolu, va vraiment soulager les équipes, les utilisateurs et un peu tout le monde qui a eu l'idée de résoudre ce problème. Et le deuxième piège à éviter, c'est de prendre trop de temps dans cette étape. Parce que oui, c'est important, il faut analyser les besoins, questionner les équipes, les métiers, voir, faire de la recherche sur les utilisateurs, pourquoi ils ont besoin, comment est-ce qu'ils vont répondre, faire de la recherche sur le design qui sera le plus optimisé pour que, etc., etc., etc. But, si on perd trop de temps dedans, en fait, on peut passer des mois, parfois même des années à rechercher la bonne façon de répondre à un problème et c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Donc, l'idée c'est oui, posons-nous les bonnes questions sur le problème à résoudre, mais aussi, faut passer à l'action, en fait, globalement. Il faut passer à l'action. Donc, on fait de l'analyse, etc. Et ensuite, moi, ce que je préfère, c'est de partir avec un MVP. Donc, un MVP, un MVP, ça va être une solution de base avec les fonctionnalités de base, genre le minimum du minimum qu'il faut pour que la solution réponde aux besoins. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'une solution pour faire de la facturation à l'international, ça peut être juste 2 fonctionnalités dans l'application qui vont permettre, de générer une facture en PDF et 2, qui va prendre en compte, par exemple, les frais de douane. Donc voilà, donc ça peut être 2 fonctionnalités de base, c'est mon MVP et ensuite au fur et à mesure, je viendrai rajouter les fonctionnalités qui vont permettre de compléter mon produit final. Donc voilà, évitez ces 2 pièges. La deuxième étape qui est très complémentaire de la phase du discovery, ça va être la phase du build, pendant laquelle on se pose la question du comment construire la solution pour répondre au problème. C'est pour ça que j'ai dit que c'est assez complémentaire parce que en même temps, on se demande quel est le problème et juste après, on se demande comment résoudre le problème. Donc, dans cette étape, on recrute l'équipe. Donc, parce qu'on s'est dit, OK, voilà le problème et on commence à se dire, OK, j'ai ce problème, quelle solution je pourrais avoir? Je vois plus une application web. Donc, on s'est dit, si c'est une application web, on va avoir besoin de quelqu'un qui est spécialisé sur ça.
On va avoir aussi besoin de quelqu'un qui fait de l'UI, l'UX design pour s'assurer que toutes les fonctionnalités sont accessibles facilement, etc. Si par exemple, on a aussi besoin d'intégrer certains autres éléments, certaines valeurs, par exemple, rendre la solution accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple pour lire plus facilement les textes dans l'application, on peut amener quelqu'un qui va intégrer cette problématique-là dans la résolution au problème. Donc, on recrute l'équipe, notamment l'équipe technique, et aussi les métiers, donc les parties prenantes, les personnes qui vont participer aux démos et qui vont dire si c'est bon ou pas, si ça correspond à la valeur qu'ils souhaitent donner au produit, etc. On a les technos, les process qui vont être utilisés pendant le déroulement du projet ou la construction du produit. On prépare les fonctionnalités et les tâches qu'il faudra réaliser, mais surtout on priorise. Donc on détermine les éléments qu'il faudra faire, dans quel ordre c'est le plus intéressant de le faire pour que, à nouveau, la valeur ajoutée dans le produit soit pertinente pour les utilisateurs finaux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une phase de discovery qui a été très bien réalisée parce qu'on a le problème final et on a la vision vers laquelle on veut tendre pour le produit. Et du coup, on sait que là, en fonction de la vision qu'on a, les valeurs qu'on veut donner au produit, il est mieux de faire cette fonctionnalité en premier, donc elle est prioritaire et ensuite on fera les autres, etc. Une vision claire sur le produit permet aussi de canaliser les sponsors et les parties prenantes parce que, en tant que product manager, product owner, vous allez avoir beaucoup de demandes, des gens qui vont vous dire « Ah, mais j'ai pensé à ça, il faudrait le rajouter. Ah, je me dis que ça… » Le ou la product manager, product owner décide de ce qui va dans le backlog, de ce qui va dans les tâches et les fonctionnalités qui rentrent dans la vision produit. Et donc, bien sûr, ils consultent les sponsors, les parties prenantes et les autres, mais de manière générale, c'est le ou la PM qui a le dernier mot sur ce qu'on fait dans le produit parce que c'est cette personne qui défend la vision et l'objectif final du produit. Donc, si une partie prenante arrive en réunion et me dit « Ah, mais en fait, finalement, pour l'outil de facturation à l'international, j'ai besoin d'avoir une vidéo qui explique… » Non. Alors, on ne dit pas forcément non, mais on explique pourquoi par rapport à ce qu'on souhaite faire à terme, soit ce n'est pas pertinent, soit ce n'est pas le moment de le faire. Donc, on peut décaler le moment où on l'intègre ou pas dans les éléments, les fonctionnalités à mettre en place dans la solution. C'est une phase qui peut aller assez rapidement, mais il faut quand même évidemment prendre le temps de s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut avant de commencer la phase de delivery. Donc, la troisième étape, c'est la delivery. Une fois que la vision est claire et que les missions de chacun et chacune sont déterminées et définies, la phase de delivery se concentre alors sur le quoi et le quand. Le quoi, c'est le produit et la forme finale qu'il pourrait prendre pour répondre aux problèmes à résoudre. Donc, les maquettes sont disponibles, les specs ou les US ont été rédigés et sont prêtes à être implémentés. Évidemment, on a priorisé ce qu'il faut faire en fonction de la valeur qu'on veut rajouter, qu'on veut donner au produit. Et lorsque chaque fonctionnalité a fini d'être codée, d'être développée, etc., on la pousse en recette avant qu'elle soit livrée et qu'elle est disponible pour les utilisateurs finaux. L'étape de la delivery permet aussi de déterminer la période la plus appropriée pour pousser, pour livrer une fonctionnalité. Supposons que je suis product manager dans un cabinet comptable et on a une solution qui permet aux clients de transmettre toutes les informations pour que le cabinet comptable puisse faire leur bilan comptable de l'année. La période fiscale, donc qui va généralement de mars à mai, juin, c'est pas la meilleure période pour pousser une nouvelle fonctionnalité qui va être très prenante, etc. Parce que il y a un grand risque de perte des données, il y a les risques qu'il y ait des bugs, etc. Et les équipes ne seront pas forcément disponibles pour prendre en main cette nouvelle fonctionnalité et l'appréhender calmement et tranquillement. Ils sont très occupés à gérer les bilans, etc. Ils n'ont pas le temps de voir que oui, effectivement, là, j'ai pris en compte la TVA et l'IFU, etc. Ils n'ont pas le temps. Là, après. Donc, moi, en tant que product manager, dans ce cas-là, je vais me dire, OK, j'ai cette fonctionnalité, je prépare, moi, les temps de développement et je me dis, OK, soit je livre la fonctionnalité en janvier, février, parce que c'est à ce moment-là qu'ils commencent à collecter les informations pour les clients, soit j'attends la période de juin par là pour la livrer, si c'est une grosse fonctionnalité. Si c'est une
Même les mises à jour, j'allais dire si c'est une mise à jour, ça peut passer, mais je me dis qu'en même temps, même les mises à jour, c'est peut-être pas le bon moment de le faire pendant les périodes de rush pour ses clients. Anyway, vous comprenez l'idée. La delivery permet aussi de trouver la période la plus appropriée pour livrer une fonctionnalité lorsqu'elle a été validée et recetée et implémentée. Et je rappelle, je sais que normalement c'est pas nécessaire, mais je le rappelle, on ne fait jamais de mise en production le vendredi. Jamais. Jamais le vendredi. J'espère que vous n'aurez pas à le découvrir, mais juste suivez ce conseil, pas de mise en production le vendredi. Voilà. Et enfin, la dernière étape qui va permettre de suivre le produit pour le reste de son cycle de vie. Donc, si le produit a été construit en cascade ou en cycle en V, bah là, dans ce cas, la suite pour le run pour le produit en cycle en V consiste à de la tierce maintenance applicative. En gros, donc, le prestataire qui a fait le développement ou une autre personne, ça peut aussi être un autre prestataire, vient s'assurer que le produit fonctionne correctement, il va résoudre les bugs, et s'il y a des mises à jour à faire, s'il y a des évolutions à mettre en place, c'est ce prestataire-là qui va s'assurer de cela dans le cadre de la tierce maintenance applicative. Par contre, si le produit a été fait en méthodologie Agile Scrum, là, on parle d'amélioration continue et d'incrémentation. Donc, dans le produit, on rajoute des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, on a les fonctionnalités de base et après, au fur et à mesure, en incrémentation, on va rajouter d'autres fonctionnalités qui vont rajouter encore plus de valeur au produit. Et donc, régulièrement, on fait cela. Et on s'assure aussi que lorsqu'on rajoute de nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux éléments qu'on ajoute au produit, il n'y a pas de régression. Donc, on fait ce qu'on appelle des tests de non-régression. Donc, pour s'assurer que si, par exemple, je sais pas moi, toujours pour ma solution pour la facturation pour mes clients à l'international, si j'avais 3 fonctionnalités de base, si je rajoute une fonctionnalité qui permet, je sais pas moi, par exemple, de connecter la banque de mon client à ma solution pour, je sais pas moi, récupérer un virement ou un truc comme ça, whatever. Quand je rajoute cette fonctionnalité à mon produit, le test de non-régression permet de s'assurer que cette nouvelle fonctionnalité ne perturbe pas le code qui a déjà été implémenté et ne crée pas des bugs. Grosso modo, c'est ça. Ça ne crée pas de bugs et que la solution fonctionne normalement. Du coup, qui fait quoi pendant ces différentes étapes? La plupart du temps, on observe qu'une seule et même personne gère tout. Donc, c'est généralement le ou la POPM qui se charge de ça. Mais si on veut être vraiment précis, chaque étape a une personne spécifique qui devrait s'occuper de cette étape en question. Donc, pour la discovery, l'idéal, c'est une personne qui est business analyst parce que justement, cette personne va venir questionner le fonctionnement de l'organisation où le produit va être développé. Elle va poser les questions et challenger les métiers, s'assurer que le problème a une réelle valeur à être résolu, etc. Donc ça, c'est le ou la business analyst qui se charge de ça, généralement. Pour la phase de build, donc là, pareil, c'est comme c'est complémentaire avec la discovery. L'idéal, c'est que ce soit un ou une business analyst qui se charge de ça pour faire les meilleures recommandations par rapport aux outils, aux process, etc. et la vision à terme du produit. Mais le ou la PM aussi peut s'en charger. Ensuite, et ça, je l'ai découvert en préparant cette vidéo, la phase de delivery, normalement, si on se concentre sur cette partie-là, on peut évidemment avoir le PO ou la PM, mais on a surtout une personne qui est appelée Delivery Manager. Et donc, c'est une personne qui ne travaille que sur la partie de delivery, donc en gros, la construction réelle du produit en elle-même, pour s'assurer que tout est bien comme il faut, etc. Donc, le ou la Delivery Manager va superviser la construction du produit pendant cette phase uniquement. Et la dernière étape, donc le build. Pour cette étape, les recherches que j'ai faites, de ce que j'ai vu, ça disait que globalement, c'était mieux si c'était une personne business analyst, donc qui va à nouveau venir questionner le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement et l'utilisation du produit et voir si ça correspond vraiment aux besoins de la structure, ou le PM qui va suivre le produit dans son cycle de vie de manière globale. Anyway, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile.
Dites-moi en commentaire quelle est la phase, l'étape que vous préférez. Moi, j'ai la mienne, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous préférez, celle que vous trouvez la plus intéressante. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!